partie des enjeux, oui, quand on parle d'inclusion et de diversité. Je vous présente Mariana Royer, elle est chercheuse en chimie, elle. C'est la chimie d'abord qui l'intéressait, les affaires peut-être moins au départ, mais la vie a fait qu'elle est aussi fondatrice des laboratoires Bioforexta, présidente de Biostratège Guyane, donc phytochimiste, une thèse sur la chimie du bois dans les arbres guyanais à l'Université des Antilles. Ensuite, des études postdoctorales ici à l'Université Laval. Et là, elle a trouvé dans la forêt des éléments qui l'ont beaucoup intéressée, qu'elle a voulu donc valoriser. D'abord, Mariana l'a valorisé par la science et la recherche, pas nécessairement par une compagnie. Oui, moi, c'est vraiment la recherche sur les arbres qui m'a passionnée. Pour moi, les arbres sont des êtres magiques et encore actuellement, c'est cette passion-là pour les arbres et la forêt et le pouvoir de la nature qui m'accroche à mon projet d'entreprise. Hein. Et voilà, après, j'ai eu cette opportunité, j'ai vu une opportunité d'affaires, une opportunité de faire une initiative et d'avoir un impact positif. On a beaucoup parlé de ça sur la société en utilisant l'entreprise comme un véhicule de message. Pour conscientiser au pouvoir de cette nature-là et aux soins de notre planète. Et c'est quoi l'entreprise? Alors, Biostratège, c'est la mission, c'est vraiment la valorisation des ressources endogènes d'un territoire. Donc, on a des activités au Québec et plus récemment, donc j'ai eu ma première société que j'ai pu revendre 5 ans après et j'ai pris cette opportunité pour ensuite exporter le modèle de façon plus diversifiée en Guyane française, qui est ma terre natale. Alors, on prend les ressources, on les valorise, oui. En cosmétique, entre autres. Oui, est-ce que là, vous répondiez à un cliché? Ben, comme par hasard, je dirais. Oui. Mais sur le coup, c'était beaucoup l'étude de marché. C'était vraiment le marché qui était le plus à même de recevoir ce type de nouveaux ingrédients naturels et éco-responsables, puisque là, on valorisait les résidus des écorces de la forêt, de l'industrie forestière québécoise. Donc, c'était vraiment une industrie qui était prête pour recevoir ce type d'ingrédients. Hein. Tous les cosmétiques, on voit bien aujourd'hui, c'est le naturel, les consommateurs sont conscients. On se met un peu de forêt d'en face. Oui, voilà, exactement. Voilà. Et donc, c'était le premier marché que j'ai adressé pour tester, en fait, au niveau de ma recherche, un premier marché d'application. De ces molécules-là qu'on trouvait dans nos arbres québécois. Mais aujourd'hui, notamment sur la Guyane, on touche la nutraceutique principalement, donc c'est tout ce qui est alimentaire, et puis les biopesticides pour l'écologie, l'agriculture écologique. Vous avez, Mariana, connu les deux milieux, le milieu de la science et de la recherche universitaire, en affaires aussi. Ce qu'on montre et les statistiques qu'on voit sur la présence et le poids des femmes là-dedans, est-ce que ça se reflète ou est-ce que c'est un portrait peut-être encore plus déprimant dans le monde des affaires? Ben, effectivement, ça se reflète. Je m'en rends compte de plus en plus. Hein, quand je suis en réunion, je suis tout le temps entourée d'hommes. Le plus souvent, on est des rares femmes autour de la table. Encore hier, j'étais dans une rencontre. C'est vrai que j'étais la seule femme. Lorsqu'on parle business, lorsqu'on parle plutôt sciences et recherche, en chimie, vous avez vu, on est quand même 57%, il me semble. Donc, c'est vrai que quand même, on était de nombreuses femmes. Mais en termes d'affaires, lorsqu'il s'agit de parler de gros chiffres et puis de stratégie d'entrée sur le marché, c'est vrai que je suis pas mal entourée d'hommes. Est-ce que vous remarquez, on parle de biais inconscients, mais il y en a qui sont peut-être conscients, il y a peut-être des obstacles que tout le monde voit, mais que personne n'ose attaquer en progressant dans votre carrière de scientifique dans le milieu des affaires? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme obstacle? C'est la parentalité. C'est sûr qu'au niveau de la gestion travail-famille, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui a pris le rôle principal. Pas forcément par choix, mais parce que je suis quelqu'un d'ambitieuse, donc il savait qui j'étais, donc il a fait avec finalement, puis il a pris ce rôle à plein poumon, puis je le remercie de ça parce qu'il s'est mis un petit peu entre parenthèses quelques temps quand même, parce que je voyage tout le temps, je suis tout le temps dans un avion, aux 4 semaines à peu près, pour démarcher pour développer les affaires dans le fond, puis aussi aller faire des conférences scientifiques, puis il y a la partie scientifique quand même qui est mise en avant, et effectivement ça a été un premier obstacle parce qu'il a fallu que j'explique dans ma famille, dans mon foyer, que je m'exprime, que je communique sur ce besoin de continuer à faire ma place dans le milieu des affaires. Et heureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui l'a compris. C'est peut-être pas le cas de toutes les femmes. Et affronter, par exemple, une parentalité en solo, ça aurait été peut-être très difficile pour moi. Surtout que j'étais au Québec, j'ai pas de famille ici, donc je suis quand même issue de l'immigration. Donc c'était nous et nous pour compter sur ce petit bébé, pour s'occuper de ce petit bébé-là. Donc je me suis entourée, c'est sûr, mais c'est un grand défi. Il y a bon nombre d'études sociologiques qui montrent en fait que
pour avoir des enfants pour un homme, c'est un plus dans sa carrière parce que ça montre qu'il est sérieux, etc. Alors que pour une femme, ça a un effet différent. C'est un gros frein. Hein? Puis la deuxième question que j'ai, ça s'adresse plus particulièrement à Mariana puis Martine, puis aussi Edith, plus peut-être dans le futur. Est-ce que justement, quand vous étiez étudiante, au doctorat, peut-être avant de tomber enceinte, vous voyez que la parentalité pouvait être un si gros problème que ça, entre guillemets, dans la progression de sa carrière? Puis Edith, maintenant, tu es une génération plus jeune. Est-ce que tu le vois comme quoi ça va être un problème dans ta progression au niveau professionnel? Je sais que c'est... Pour la petite histoire, moi, je suis tombée enceinte pile quand je cherchais un investisseur très stratégique. Donc, j'essayais de lever pour la partie commercialisation. On était après la recherche, donc il fallait aller sur le marché. Donc, j'ai pitché avec 8 mois de grossesse. Donc, il savait que dans un mois, j'allais disparaître, plus ou moins. Et j'avais des contractions que j'étais encore au téléphone à convaincre pour qu'ils puissent déposer l'argent rapidement, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation de faillite, notamment. Donc, ça a été vraiment un challenge. Au bout de 2 mois, je devais déjà donner mon bébé aussi à la garderie. Donc, oui, je sais que c'est un sacrifice que j'ai fait. Mais en contrepartie, j'ai eu aussi une enfant qui s'est beaucoup adaptée. J'allais en réunion avec mon bébé dans l'écharpe et elle dormait, puis ça se passait très bien. Puis j'ai imposé ma maternité, j'ai imposé le fait d'être une femme entrepreneur, maman. Et puis, that's it. Et puis, voilà. Et puis, finalement, mon bébé, elle pleurait pas pendant les réunions, comme par hasard. Donc, au début, j'avais de la chance et j'ai quand même réussi à maintenir cet intérêt pour l'entreprise et progressivement à faire en sorte qu'elle grandisse tout en étant... Puis tu l'avais envisagé dès avant que ça pouvait être comme un frein, ou tu l'as plutôt vu au fur et à mesure? Oui, au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure. Ouais. J'ai vraiment eu d'ailleurs 10 jours de baby blues parce qu'elle a bouleversé ma vie. Là. J'étais pas capable de répondre aux mails en 1 minute. J'étais pas capable de faire ce que j'avais, d'être aussi active que d'habitude. Et pendant 10 jours, ça vous surprenait 10 jours après avoir accouché? Ah non, mais vraiment, mais même à l'allaitement, quand je devais allaiter, c'était pour moi un stress parce qu'elle prenait du temps alors que je devais passer un coup de fil à un client. Donc, non, vraiment, j'ai eu ces premiers mois très difficiles, tout aussi en ayant le problème de partir les premiers temps en voyage d'affaires et d'avoir l'impression qu'on m'arrachait le cœur parce que j'ai laissé mon enfant là. Donc, non, c'est des sacrifices, c'est clair. Et effectivement, on retarde un petit... C'est ça qui arrive souvent quand on est une femme en carrière. Voilà, on retarde un petit peu l'arrivée du bébé. Bon, moi, je savais que ça allait m'arriver à un moment donné. Donc, bon, voilà, c'est arrivé. On s'adapte. Il y a des solutions. Parfois, on impose nos choix. Enfin, on fait changer aussi le regard de la société sur notre rôle de maman, puis notre implication anyway. Et puis, les femmes entrepreneurs desquelles j'étais entourée, il y a certaines qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Il faut le savoir. Beaucoup, hein. Voilà. Ça fait partie des options.